L'air du matin restait suspendu, immobile, comme figé dans le silence, tandis que la petite Élise Moreau, 7 ans à peine, se tenait pétrifiée devant l'entrée du refuge animalier de Clerval. Sa main minuscule agrippait celle de sa grand-mère avec une intensité inattendue, presque douloureuse. Depuis 6 mois, pas un mot n'était sorti de sa bouche, pas un seul. Ce silence s'était accroché à elle comme une ombre, inséparable depuis ce jour tragique d'octobre. Mais ce matin-là, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se produire. Un son, étrange et chargé d'une émotion brute, déchira soudain le calme du refuge. Ce n'était pas un aboiement ni un gémissement. C'était autre chose, un cri étouffé, à la fois déchirant et profondément humain, comme un écho venu de l'âme d'un être en détresse. Dans le couloir du fond, près de la salle d'isolement, le son résonna à nouveau, plus fort, plus désespéré. Tous les employés s'arrêtèrent net. Élise, elle, sembla se figer. Ses yeux, jusqu'ici éteints, perdus dans une torpeur inatteignable, s'illuminèrent d'un éclat fulgurant. Elle entr'ouvrit les lèvres, et dans un murmure qui fit se retourner chaque personne présente, un seul mot s'échappa, « Nox ». Avant que qui que ce soit ne réagisse, Élise se libéra brusquement de l'étreinte de sa grand-mère. D'un pas résolu, elle s'élança dans le couloir, guidée par un fil invisible que nul autre ne semblait percevoir. 3 membres du personnel restèrent cloués sur place, impuissants, observant l'enfant s'approcher de la pièce interdite. Ce qui se produisit ensuite allait changer à jamais le destin de Clerval. Derrière la vitre blindée du box numéro 9, un berger allemand au pelage marqué de cicatrices s'était levé. Jusqu'alors, cet animal terrifié avait repoussé toute tentative d'approche. Mais à cet instant, il se pressa contre la grille, son corps frémissant non pas de peur, mais de reconnaissance. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Cette histoire ne commence pourtant pas ici. Elle s'enracine bien plus tôt, dans les rues paisibles mais fatiguées de Clerval, petite ville nichée entre les collines de la vallée d'Aurignac, là où les anciennes mines de fer avaient autrefois nourri des générations entières. Aujourd'hui, seules subsistaient les façades écaillées, les commerces fermés et une population en quête d'une seconde chance. Parmi eux, Élise Moreau, enfant discrète au regard trouble, que les habitants connaissaient simplement comme la fille du pauvre Julien. Depuis la mort de son père dans un accident sur un chantier minier abandonné, Élise n'avait plus prononcé un mot. Les spécialistes avaient parlé de troubles du spectre autistique. Mais à Clerval, on n'avait pas besoin de diagnostic pour comprendre la douleur. L'enfant était enfermée en elle-même, prisonnière d'un monde intérieur que même sa mère n'arrivait plus à percer. Aurore Moreau, 34 ans, mère célibataire épuisée par les doubles emplois, passait ses journées entre le bar-tabac du coin et la petite pharmacie du centre-ville. Elle avait enterré son mari sans même avoir le temps de faire son deuil, se battant désormais pour maintenir sa fille à flot. Le silence d'Élise lui pesait davantage que n'importe quelle facture en retard. Dans leur maison modeste au bout de la rue des Lilas, elle vivait avec Madeleine, la mère d'Aurore, une femme au franc-parler redouté, mais au cœur solide. Elle s'inquiétait de tout. Du prix du gaz, de la toiture à réparer et surtout de l'état mental de sa petite fille. Et pourtant, lorsqu'Aurore avait proposé de tenter une thérapie animale, Madeleine avait d'abord haussé les épaules. « Ce n'est pas un chien qui ramènera Julien », avait-elle lâché. Mais au fond, elle aussi avait compris que plus rien ne fonctionnait. Duke, ou plutôt Nox, comme Élise l'avait toujours appelé, n'était pas un chien comme les autres. Un berger allemand venu d'un programme de soutien post-traumatique, soigneusement formé pour aider les enfants atteints de troubles cognitifs. Il avait été proposé à Aurore 3 semaines après les obsèques. Le jour de leur rencontre à l'association Les Compagnons du Silence, Élise n'avait montré aucun intérêt pour les 2 premiers chiens. Un labrador maladroit et un golden retriever trop remuant. Mais lorsque le berger allemand était entré calmement dans la pièce, il s'était assis sans un bruit au pied de la fillette. Et Élise, sans prévenir, avait tendu la main pour effleurer son oreille. « Il comprend », avait-elle murmuré. Ce furent ses premiers mots depuis des semaines. Le lien s'était noué instantanément. En un mois, Nox était devenue une extension d'elle-même. Grâce à lui, Élise avait repris l'école. Elle participait, parfois même osait parler en classe, si Nox lui posait doucement la patte sur le genou. Les enseignants n'en revenaient pas. Pour la première fois depuis la tragédie, l'enfant semblait renaître. Et puis, il y eut l'accident.
Une après-midi d'octobre, alors qu'elle se promenait le long de la rivière, un lièvre surgit des fourrés. Par réflexe, Knox tira sur sa laisse, trop fort pour Aurore qui, prise au dépourvu, laissa filer la sangle. Le chien traversa la route. Un pick-up déboula, il n'y eut pas le temps. Le bruit sourd du choc, le cri d'Élise, le silence après, Aurore avait couru, ramassé sa fille, refusé qu'elle voie le corps inerte de son chien. Mais dans le chaos, 2 hommes étaient apparus, affirmant travailler pour une clinique vétérinaire d'urgence. « On s'en occupe, madame, allez réconforter votre fille. » Elle leur avait fait confiance, trop facilement. Ils avaient emporté Knox dans un van. Elle n'avait même pas vérifié leurs identités. Le lendemain, elle s'était rendue compte que la carte de visite qu'ils lui avaient laissée était vierge. Aucun vétérinaire du coin ne l'avait vu arriver. Aucun refuge ne l'avait accueilli. Knox s'était volatilisé, et avec lui le peu de progrès d'Élise. Le mutisme était revenu, plus profond, comme si quelque chose s'était brisé pour de bon. Durant 6 mois, Aurore avait tout tenté, des affiches, des appels, des signalements dans tous les refuges de la région, en vain. Même Madeleine, d'abord solidaire, avait fini par dire un soir « Il faut tourner la page ». Mais comment tourner la page quand son enfant s'enfonce dans une nuit sans fin? Quand son silence devient plus oppressant que le deuil lui-même? Le déclic, ou ce qui s'en rapprochait, survint lors d'une séance avec Dr Léonard, le thérapeute d'Élise. Ce jour-là, alors qu'on s'attendait à une séance de plus, identique aux précédentes, sans un mot ni un geste, Élise avait fouillé dans sa trousse, sorti ses feutres et dessiné. Un chien derrière des barreaux, un berger allemand reconnaissable à sa silhouette et à une tache blanche en forme d'étoile sur le poitrail. Autour, des traits hachurés, sombres, oppressants. Dr Léonard avait regardé le dessin, puis Aurore. « Je crois qu'elle essaye de nous dire quelque chose. Les enfants expriment souvent par l'art ce qu'ils n'arrivent pas à verbaliser. Vous avez envisagé de visiter des refuges? Vous pensez qu'elle croit que Knox est enfermé quelque part? Ce n'est qu'une hypothèse, mais ça vaut peut-être la peine d'essayer. » Contre toute attente, Madeleine avait approuvé. « Je l'emmènerai, si ça peut lui faire du bien. » Mais le matin prévu pour leur visite à l'association animalière de Clerval, Élise avait piqué une crise comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Cris, larmes, refus catégoriques. Elle avait pointé du doigt sa mère avec une insistance rare. C'était elle et elle seule qu'Élise voulait à ses côtés. Aurore avait cédé. Bien sûr qu'elle avait cédé. Une dernière tentative, s'était-elle dit. Un dernier espoir. C'est ainsi qu'elles se retrouvèrent, ce matin-là, devant les grilles du refuge, Élise tenant la main de sa grand-mère, le regard fixe, presque vide. Aurore, elle, se préparait à encaisser une nouvelle déception. Mais rien ne s'était déroulé comme prévu. La responsable du refuge, Nadine Brémond, avait commencé sa journée comme les autres. Vérification des stocks de croquettes, nettoyage des box, gestion des adoptions en cours. Le chien récupéré la veille l'inquiétait cependant. Un berger allemand, arrivé en piteux état, effrayé, plein de marques suspectes sur le corps, il avait grogné, reculé à chaque tentative d'approche, même la vétérinaire du refuge, Dr Latour, n'avait pas pu l'examiner. Nadine avait donc donné des consignes claires. Pas de visite au box numéro 9, pas d'approche, pas d'erreur, ce chien est instable. Quand la clochette de l'entrée tinta à 9h pile, Nadine leva les yeux et reconnut tout de suite les visages. Madame Moreau, sa fille Aurore et la petite Élise. Tout le monde à Clerval connaissait leur histoire. La tragédie du chantier, la disparition du chien d'assistance, la fillette plongée dans le silence. « Bonjour », dit Nadine, polie mais distante. « Que puis-je faire pour vous ?» Aurore s'avança, ses traits tirés par la fatigue. « On cherche un chien. Un berger allemand disparu il y a 6 mois. » Nadine sentit un pincement au cœur. Elle avait appris à ne pas nourrir de faux espoirs. Elle répondit d'une voix douce mais ferme. « Je suis désolée, mais nous n'avons eu aucun chien correspondant à cette description depuis longtemps. » C'était un mensonge. Mais elle en disait souvent, des petits mensonges utiles, pour éviter d'alimenter des espoirs vains. « On pourrait juste regarder ?» insista Aurore. La psychologue d'Élise pense que ça pourrait l'aider à tourner la page. Nadine jeta un œil vers l'enfant. Son regard vide réveilla un souvenir douloureux, enfoui depuis longtemps, celui de son propre fils, disparu trop tôt. Elle refoula l'émotion, puis hocha la tête. « Vous pouvez faire un tour, mais je préfère vous prévenir. On a bien un berger allemand en quarantaine arrivé hier soir, mais il est loin d'être en état. Pas adoptable, pas montrable non plus. » Mais le mot « berger allemand » avait suffi. Élise leva brusquement la tête.
Son regard jusque-là éteint s'anima soudain. Un frémissement à peine perceptible secoua son petit corps. « On comprend », coupa Madeleine avant qu'Aurore ne proteste. « On fera le tour et on vous laissera tranquille. » Nadine retourna à son bureau, reprenant ses formulaires, mais gardant une oreille attentive. Le refuge était rarement silencieux, mais ce matin-là, un changement subtil dans l'ambiance l'alerta. Et puis, le cri. Ce même cri déchirant, ni aboiement, ni gémissement. Un appel. Nadine bondit de sa chaise et courut dans le couloir. Elle arriva juste à temps pour voir Élise se libérer de la main de Madeleine et foncer droit vers le box d'isolement. « Non, tu n'as pas le droit d'aller là !» cria Nadine. Mais la fillette ne l'entendait plus. Elle s'arrêta devant la vitre blindée du box 9. Le chien était là, immobile, mais ses yeux s'animèrent à la vue de l'enfant. Il ne grogna pas, ne recula pas. Il s'approcha tremblant et posa sa patte contre la vitre, là où la main d'Élise reposait. Nox. Le nom franchit les lèvres de l'enfant dans un souffle. Nadine s'approcha, prête à intervenir, mais Aurore la retint. « Attendez, regardez-le. » Le chien qui, la veille encore, avait grogné à la moindre présence humaine, semblait transfiguré. Il fixait Élise avec une intensité bouleversante, tout en lui exprimait non pas la peur, mais la reconnaissance. « C'est impossible », murmura Nadine. « Ce chien vient d'être récupéré par les services communaux. On l'a trouvé attaché à une chaîne derrière une grange abandonnée. Il a été battu, affamé. » Elle s'interrompit, pas devant l'enfant. Madeleine s'avança. « Est-ce qu'il y a une chance, même infime, que ce soit Nox ?» Nadine hésita. 15 ans de travail avec les animaux et jamais elle n'avait vu ça. Le chien, désormais couché au sol, adoptait une posture de soumission absolue. Il gémit doucement, sans jamais quitter Élise des yeux. « Je dois prévenir docteur Latour. Ce chien ne laisse personne l'approcher. » Elle voulait le tranquilliser avant tout contact. « Non. » La voix d'Élise claqua dans le silence. Claire, déterminée. C'était la première fois depuis des mois qu'elle parlait aussi distinctement. Pas de piqûre, pas faire mal à Nox. Les adultes se figèrent. Aurore tomba à genoux, bouleversée. « Ma chérie, tu es sûre que c'est lui ?» Élise hocha la tête, les yeux brillants. Nox a une étoile. Elle montra sa poitrine. Nadine se sentit frissonner. Le chien portait effectivement une tache blanche en forme d'étoile, à peine visible sous les cicatrices. Élise se tourna vers elle, la voix douce mais inflexible. « Ouvrez. Nox a besoin de moi. » Nadine restait figée, la carte magnétique suspendue entre ses doigts. Elle savait ce que disaient les protocoles. Un chien jugé agressif, traumatisé, en salle d'isolement, ne devait jamais être approché sans sédatif ni muselière. Elle avait rempli ses fiches elle-même. Elle connaissait les risques. Et pourtant, ce qu'elle voyait devant elle défiait toute logique. Un animal censé être brisé, méfiant, dangereux, qui posait maintenant doucement sa tête contre la vitre, dans une posture d'abandon total, uniquement parce qu'une petite fille venait de murmurer son nom. Elle prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Aurore. « Écartez-vous, et si je vois le moindre signe de tension, je referme immédiatement. » Madeleine voulut protester, mais Aurore lui jeta un regard qui ne laissait aucune place au débat. Nadine glissa sa carte dans le lecteur, un bip discret. Le verrou magnétique se désengagea dans un cliquetis presque irréel. La porte s'ouvrit à peine, juste assez pour qu'Élise puisse passer. Nadine garda la main sur la poignée, prête à refermer au moindre signal. Mais ce qui se produisit ensuite échappa à toute explication. Le chien s'approcha doucement de l'enfant, la tête basse, le corps tremblant, non de peur, mais comme sous l'effet d'une émotion trop grande à contenir. Élise tendit les bras. Le berger allemand s'écroula à ses pieds, la tête dans ses mains, et poussa un son étranglé presque humain, un sanglot. Élise, sans un mot, s'agenouilla, entoura le cou de l'animal de ses bras frêles et souffla doucement. « Je t'ai retrouvé. » Le silence qui suivit était sacré. Derrière la vitre, Aurore ne pouvait retenir ses larmes. Madeleine se signa discrètement, murmurant quelque chose sur les miracles. Nadine, elle, ne pouvait détacher son regard de la scène. Pendant des années, elle avait vu des chiens arriver brisés, des enfants perdus dans leur douleur. Mais jamais elle n'avait été témoin d'une telle reconnexion, d'une telle évidence. Le retour d'Élise et de Nox à la maison se fit sous les regards ébahis des bénévoles du refuge. Quelques heures plus tard, la nouvelle faisait déjà le tour de Clerval. On parlait d'un miracle, d'une intervention divine. Mais très vite, les premiers obstacles se présentèrent. Dans le bureau exigu du refuge, Nadine posa une pile de formulaires devant Aurore. Elle avait repris son ton professionnel, bien qu'une émotion persistante tremblait encore dans sa voix. Légalement,
Knox a été enregistré comme un animal errant. Il est entré ici sans identification. Donc, pour que vous puissiez le récupérer officiellement, il faut prouver qu'il vous appartient. Aurore fronça les sourcils. Mais il est pucé. On l'avait fait enregistrer lors de son adoption, c'était obligatoire pour la certification. Nadine hocha lentement la tête. On a scanné. Aucune puce détectée. C'est impossible. À moins qu'elle n'ait été retirée. Et vu la cicatrice au niveau de son épaule, elle ne l'a pas été proprement. Elle marqua une pause, gênée. Ce n'est pas rare dans certains réseaux de trafic. Aurore sentit son estomac se nouer. Vous pensez qu'il a été volé intentionnellement? Nadine acquiesça. C'est une hypothèse crédible. Certains réseaux ciblent les chiens de race, surtout ceux avec une formation spécialisée. Aurore ferma les yeux un instant. Elle repensait à ces deux hommes, au van, à cette carte vide, qu'elle n'avait pas pris le temps de vérifier. Sa fille hurlait, elle avait cru bien faire, et pendant ce temps, on lui avait arraché Knox. Il me faut des preuves d'adoption, des certificats vétérinaires, des photos, tout ce que vous avez pour prouver que Knox vous appartenait bien. Nadine adoucit sa voix. Je vais accélérer le processus, mais il faudra encore un passage vétérinaire. Il est très abîmé, Aurore. Il faudra du temps et des soins. Quelques instants plus tard, le docteur Latour fit son apparition. Femme au visage marqué par les années, elle exerçait depuis 3 décennies et avait vu bien des cas. Mais même elle semblait ébranlée. J'ai pu enfin faire un premier examen rapide, grâce à la présence d'Élise. Knox ne m'a pas quitté des yeux, mais il m'a laissé l'approcher. C'est rare, très rare. Elle consulta ses notes. Il est sévèrement sous-alimenté. Son organisme a souffert. Mais ce n'est pas tout. Elle posa doucement le dossier sur la table. Il a des marques d'injection multiples, des motifs réguliers. Très peu de vétérinaires injecteraient un chien de cette façon. À vrai dire, ça correspond davantage aux méthodes de tests expérimentaux. Aurore blêmit. Vous voulez dire que... Je pense qu'il a servi de cobaye, oui. Médicaments expérimentaux. Peut-être même sans supervision vétérinaire. C'est une hypothèse. Mais elle me semble probable. Docteur Latour la regarda avec compassion. Il est en vie, mais on ne sait pas ce que son corps a enduré. Et ça va demander des mois de suivi. Aurore sentit le poids du monde lui tomber sur les épaules. Elle pensa aux factures en retard, aux salaires insuffisants, aux médicaments qui allaient coûter une fortune. Elle n'avait même pas encore payé le chauffage du mois. Et maintenant, Knox avait besoin d'elle. Élise avait besoin de lui. Et elle ne savait pas comment y arriver. Ce soir-là, lorsqu'elle ramena Knox à la maison, une autorisation temporaire en poche, Madeleine l'attendait sur le pas de la porte, les bras croisés. Mais lorsqu'elle vit le chien s'approcher d'Élise, la queue remuant timidement, son regard vigilant posé uniquement sur la fillette, elle ne dit rien, pas un mot. À l'intérieur, Élise fit le tour de la maison avec lui, lui montrant ses anciens jouets, son coussin préféré, les coins familiers de leur quotidien. Elle lui parlait, vraiment parlait, pour la première fois depuis des mois, et Knox répondait, pas par des mots, mais par son regard, par sa patience, par cette façon unique qu'il avait de se poser exactement là où il fallait, comme s'il avait toujours su. Madeleine s'approcha d'Aurore dans la cuisine. Sa voix était plus douce qu'à l'accoutumée. « Je suis heureuse de la revoir comme ça. Vraiment. Mais tu sais ce que ça veut dire? Tu vas devoir tout sacrifier. L'argent, le travail. Et s'il a été maltraité, s'il a été utilisé dans des combats ou des expériences, que se passera-t-il s'il perd le contrôle ?» Aurore se raidit. « Il ne fera jamais de mal à Élise, peut-être pas volontairement. Mais un animal traumatisé peut réagir de manière imprévisible, même un humain. » Elles furent interrompues par la voix claire d'Élise depuis le salon. « Knox veut de l'eau. » Un simple détail. Une phrase banale, mais dans la bouche d'Élise, c'était un miracle. Aurore se précipita dans le placard, sortit l'ancien bol d'eau, celui qu'elle n'avait jamais eu le cœur de jeter. Derrière elle, Madeleine la suivait du regard, le cœur partagé entre la peur et l'espoir. Le lendemain matin, le calme de la maisonnée fut interrompu par une visite inattendue. Le maire de Clerval, M. Benoît Dumas, se présenta lui-même sur le pas de la porte, accompagné de son petit-fils. Officiellement, il venait saluer le retour du chien. Mais Aurore devina vite qu'il avait une toute autre idée en tête. Dans son costume trop ajusté et avec son sourire forcé, le maire observait Knox d'un œil inquiet, presque hostile. C'est une belle histoire, vraiment touchante. La ville en avait besoin. Mais vous comprenez, nous avons aussi des responsabilités. La sécurité de tous, surtout quand il s'agit de certaines races, disons, sensibles. Aurore serra les poings. Vous voulez parler de quoi exactement ? Le maire évita son regard.
Il y a des discussions au conseil municipal, une proposition de règlement sur certaines races jugées à risque, bergers allemands, rottweiler, malinois. Vous voyez l'idée. La voix douce d'Élise, assise au sol à côté de Knox, interrompit leur échange. Qu'est-ce que ça veut dire, à risque? Le maire se tourna vers elle, mal à l'aise. Ça veut dire plus dangereux que les autres, ma petite. Élise fronça les sourcils, secoua la tête. Knox n'est pas dangereux, il aide. Le maire tenta un sourire, mais Aurore ne lui laissa pas le temps de répondre. Ce chien a sauvé ma fille. Il lui a rendu la parole. Vous comptez interdire un animal pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait? C'est plus complexe, répondit-il sur la défensive. D'autres villes ont mis en place ce type de réglementation. Statistiquement, certaines races y sont plus impliquées dans les incidents. Aurore se leva, le regard dur. Les statistiques sont une chose. La réalité, c'est que Knox est un chien d'assistance certifié. Il a été formé, il est suivi. Il a un rôle médical et éducatif. Et il n'a jamais fait de mal à personne. Vous ne pouvez pas simplement gommer son existence. Madeleine, restée silencieuse jusqu'ici, s'interposa calmement. « Benoît, tu veux un café? Ce n'est ni le lieu ni le moment pour ces débats. » Le maire accepta l'invitation d'un hochement de tête sans insister davantage. La conversation se poursuivit à voix basse dans la cuisine, mais le message était passé. Le combat ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, le docteur Latour revint pour une nouvelle évaluation de Knox. Son état s'améliorait lentement. Il avait repris un peu de poids, il se laissait examiner sans grogner tant qu'Élise tenait sa laisse. Mais les signes d'un traumatisme profond étaient toujours là. Il sursautait violemment au moindre bruit métallique. Il se figeait dès qu'un parfum chimique flottait dans l'air, comme les produits des ménagers. Il faisait des cauchemars, mais à chaque fois, Élise trouvait un moyen de l'apaiser. Elle avait commencé à lui apprendre des gestes simples en langue des signes. Ami, calme, sécurité. Et Knox comprenait. Aurore assistait à tout cela, à la fois émerveillée et bouleversée. Elle savait que le lien entre sa fille et ce chien dépassait les mots. Il y avait quelque chose d'instinctif, d'organique, mais elle savait aussi que le chemin serait long, très long et coûteux. Les médicaments prescrits par Dr Latour n'étaient pas remboursés. Les croquettes spéciales coûtent 2 fois plus cher. Les visites vétérinaires s'enchaînaient. Aurore avait pris des heures supplémentaires à la pharmacie. Ce n'était pas suffisant. Et puis il y avait cette fameuse certification, celle que l'école exigeait pour que Knox puisse accompagner Élise en classe. Sans elle, il était considéré comme un simple chien. Et les assurances refusaient toute responsabilité. Elle en discuta un soir avec Madeleine, les papiers étalés sur la table, les factures mêlées au dessin d'Élise. On n'y arrivera pas. Même si je vends mon alliance, même si je liquide le vieux compte épargne, ça ne suffira pas. Madeleine resta silencieuse un instant, puis posa sa tasse de thé. La cabane de pêche de ton père, celle du lac, on pourrait la vendre. Aurore la fixa, choquée. Tu veux dire celle qu'il a construite avec papy? Celle où on passait nos étés? Oui, c'est notre dernier bien. Mais regarde cette enfant, elle parle, elle vit. Et ce chien la protège. Tu crois que ton père aurait hésité une seconde? Il l'aurait fait, Aurore. Pour Élise, pour vous. Le silence s'installa. Pas pesant, mais grave, Aurore se leva et alla rejoindre sa fille dans le salon. Élise lisait à voix haute à Knox, qui écoutait, la tête posée sur ses pattes. Elle s'assit à côté d'eux et passa sa main dans la fourrure du chien. « On va trouver un moyen », murmura-t-elle. Mais au même moment, à l'autre bout de la ville, une femme garait sa voiture devant la maison des Moreau, Nadine Brémond. Dans sa main, un dossier cartonné qu'elle tenait comme une preuve irréfutable. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, des noms et une vérité qu'elle aurait préféré ne jamais devoir dévoiler. Ce qu'elle s'apprêtait à dire allait tout changer. Lorsque Nadine Brémond franchit le seuil de la maison des Moreau ce soir-là, son visage portait la gravité de quelqu'un qui s'apprête à révéler une vérité difficile. Aurore l'accueillit dans l'entrée, intriguée par sa visite à cette heure-là. Derrière elle, Élise jouait silencieusement avec Knox dans le salon. Madeleine sortit de la cuisine, un torchon encore à la main. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Nadine hocha la tête, nerveuse. « J'ai quelque chose à vous montrer. On peut parler en privé ?» Elles s'installèrent dans la salle à manger. Nadine posa le dossier sur la table. « J'aurais dû vous en parler plus tôt. Mais je ne pouvais pas. Il y avait une enquête en cours et j'étais tenue au silence. » Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des photos, des rapports, des impressions d'emails, des notes manuscrites. Voilà ce que j'ai appris sur ce qui est arrivé à Knox. Aurore sentit son estomac se nouer. Les images en noir et blanc, granuleuses,
montrait une série de cages métalliques, une salle stérile et des chiens attachés à des équipements médicaux rudimentaires. Dans un coin d'une des photos, reconnaissable malgré la maigreur de son corps, un berger allemand à la tache blanche étoilée sur le torse. Nox. Nadine inspira profondément. Il y a 6 mois, j'ai reçu un signalement anonyme à propos d'un centre de test illégal en dehors de Montelieu. Un laboratoire clandestin dissimulé derrière une façade d'élevage canin. Il testait des produits pharmaceutiques refusés ailleurs. Elle baissa la voix. Il ne se contentait pas de récupérer des chiens errants. Il les volait. Des chiens de race, des chiens dressés, comme Nox. Aurore était pétrifiée. Les hommes qui sont venus le chercher après l'accident... Nadine hocha la tête. Des recruteurs, payés pour récupérer des animaux ciblés. On pense qu'ils avaient accès à des bases de données privées, qu'ils ont pu identifier Nox comme chien certifié. Madeleine, Blême, chuchota, ils l'ont pris exprès. Oui, Nadine sortit une autre feuille du dossier. Ce document provient des autorités. L'enquête est en train d'aboutir. Les laboratoires impliqués vont devoir verser des dommages et parmi les conditions de l'accord, un fonds d'indemnisation pour les animaux victimes. Nox est éligible. Aurore regarda le document sans vraiment le lire. Vous dites qu'il pourrait être soigné aux frais de ce fonds? Oui, il y a plus. Un des laboratoires, celui qui a fermé précipitamment, possède une branche de recherche officielle, reconnue. Ils testent actuellement un nouveau traitement pour les insuffisances rénales canines. Et ils cherchent des cas avancés, comme celui de Nox, pour intégrer un protocole expérimental. Tout est encadré, éthique, supervisé par des vétérinaires agréés. Madeleine fronça les sourcils. Il a déjà servi de cobaye. Et maintenant, vous voulez qu'il y retourne? Nadine répondit, calme mais ferme. Ce n'est pas la même chose. Là, il s'agirait de soins, réels, gratuits, avec suivi à vie, et avec la possibilité que sa santé s'améliore réellement. Aurore se leva lentement, fit quelques pas, puis se tourna vers Nadine. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé plus tôt? Parce que je n'en avais pas le droit, et parce que je voulais être sûr. Je ne pouvais pas vous donner de faux espoirs. Mais là, c'est réel. Et ils veulent te voir Nox dès cette semaine. À ce moment précis, Élise entra dans la pièce. Elle avait entendu à l'audio une partie de la conversation. Son regard se posa sur le dossier, sur les photos. Elle comprenait plus qu'on ne l'imaginait. Les méchants ont cassé Nox pour tester leurs médicaments. Alors ils doivent le réparer. Nadine la regarda, émue. C'est ce qu'on espère, ma puce. C'est ce qu'on va essayer. Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous, d'appels, de validations administratives. Et puis le départ. Une semaine après la visite de Nadine, Aurore, Madeleine, Élise et Nox prenaient la route vers le centre vétérinaire de Montelieu. Un bâtiment de verre et d'acier, flambant neuf, posé au sommet d'une colline surplombant la ville. À leur arrivée, ils furent accueillis par la docteure Karine Delmas, néphrologue vétérinaire à la voix posée et au regard franc. Elle s'agenouilla immédiatement devant Nox, le laissant s'approcher à son rythme. « Tu as beaucoup souffert, hein, mon beau, mais on va tout faire pour t'aider. » Elle se tourna vers Élise. « C'est toi, Élise? Tu sais que c'est grâce à toi que Nox a tenu tout ce temps? Tu veux m'aider à le soigner ?» Élise hocha la tête, sérieuse. Il a peur quand il est seul. Je peux lui apprendre à ne pas avoir peur. La vétérinaire sourit. Alors tu seras notre assistante spéciale. La chambre réservée à Nox était à 1000 lieues de la salle d'isolement où il avait été retrouvé. Un espace baigné de lumière avec un coussin orthopédique, une grande baie vitrée donnant sur un jardin zen et des jouets adaptés. Une pancarte à l'entrée indiquait « Patient prioritaire, suivi émotionnel personnalisé ». Nox, bien qu'affaibli, semblait comprendre que ce lieu était différent. Élise passa une demi-heure à lui expliquer chaque objet, chaque geste qu'elle allait faire. Elle lui montra les signes pour repos, courage et un je reviens. Il écoutait, il apprenait, il se détendait. Ce soir-là, lorsqu'Aurore et Madeleine rentrèrent à l'hôtel, Élise resta un peu plus longtemps avec Nox sous la supervision du personnel. Dans le silence du couloir, Dr Delmas s'adressa à Aurore. Il y a des séquelles importantes. Les reins sont très abîmés. Mais sa relation avec votre fille, c'est un facteur de guérison que nous ne pouvons pas ignorer. Vous avez toutes les deux fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Aurore, fatiguée mais pleine d'espoir, murmura « Il nous a déjà tant donné. S'il y a une chance, même minime, alors on la prend. » Les jours suivants s'enchaînèrent à un rythme soutenu, presque irréel. Le centre de Montelieu, bien loin de l'image froide et impersonnelle qu'Aurore s'était imaginée,
s'avéra être un lieu de soins attentifs, presque humain, dans sa manière d'accueillir la douleur. Knox, après une batterie de tests, fut intégré à un protocole de traitement expérimental mêlant dialyse vétérinaire et injection de cellules souches adaptées. Chaque séance, chaque piqûre, chaque prélèvement se faisait sous les yeux d'Élise, installée dans un fauteuil à côté de lui tenant la patte, lui parlant en signes, lui lisant des passages de ses livres préférés. La fillette ne le quittait pas, à tel point que l'équipe médicale proposa d'aménager une pièce rien que pour elle, avec une table d'activité, des coussins et même un petit tableau blanc où elle pouvait dessiner. Dr Delmas, fasciné par la communication silencieuse qui s'était établie entre Knox et Élise, commença à documenter leur interaction dans un carnet de recherche. Elle voyait là plus qu'un simple attachement, un phénomène rare, une symbiose émotionnelle. Nous pensions que la thérapie animale était unidirectionnelle, lui confia-t-elle un soir à Aurore dans la salle d'attente. Mais là, c'est l'animal qui guérit grâce à l'enfant. Pendant ce temps, à Clerval, l'histoire de Knox et Élise commençait à faire parler d'elle. Ce qui n'était au départ qu'un murmure discret relayé par quelques voisins devint un récit repris dans le journal local. Et très vite, les médias régionaux s'y intéressèrent. Mais c'est un reportage inattendu diffusé lors d'un journal national qui changea tout. Le titre de l'émission posait la question qui allait enflammer les débats. Héros ou cobaye ? Le parcours bouleversant d'un chien au service d'une fillette oubliée. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des milliers de messages de soutien affluèrent, des dons, des lettres, des témoignages d'autres familles confrontées à la même injustice. Mais aussi des menaces, des gens peu scrupuleux qui avaient tout intérêt à ce que le scandale des tests illégaux reste étouffé. Jessica, une vétérinaire comportementaliste impliquée dans l'enquête initiale, alerta Aurore. « Vous allez devoir faire attention. La médiatisation vous protège, mais elle attire aussi ceux que nous dénonçons. » Mais pour Aurore, il n'était plus question de reculer. Elle était prête à affronter quiconque tenterait de nuire à sa fille ou à Knox. À Montelieu, les résultats des premières semaines de traitement étaient encourageants. Knox reprenait du poids. Son appétit revenait. Les analyses montraient un ralentissement de la dégradation de ses fonctions rénales. Il retrouvait même parfois l'énergie de jouer, timidement, avec une balle qu'Élise lui lançait dans le jardin du centre. Mais au-delà des chiffres, c'est la lumière nouvelle dans son regard qui frappait les soigneurs. Il ne regardait plus le sol. Il levait la tête, il s'autorisait de nouveau à faire confiance. Un matin, alors qu'Aurore s'apprêtait à repartir vers Clerval pour quelques jours, laissant Élise avec Madeleine, la directrice du centre, Dr Delmas, lui remit une enveloppe. À l'intérieur, un courrier signé par le maire Benoît Dumas, annonçant la création officielle d'un fonds de soutien municipal nommé Fonds médical Knox Moreau. Le conseil municipal avait voté à l'unanimité, sous l'impulsion du petit-fils du maire, le même garçon que Knox avait sauvé lors de la crise au refuge. Aurore resta bouche bée. « C'est pour couvrir les frais restants ?» demanda-t-elle, émue. « Pour tout, les soins, les déplacements, le suivi post-traitement. » Dr Delmas sourit doucement. Il semblerait que même les plus têtus peuvent de changer d'avis. Élise, témoin muette de la scène, leva les yeux vers sa mère. « Parce qu'il a sauvé le petit garçon. Oui, mon cœur. Et parce que tout le monde commence à comprendre ce que Knox représente. » De retour à Clerval, le changement dans la ville était palpable. Là où autrefois on murmurait sur les Moreau, on les saluait désormais avec chaleur. Des voisins déposaient des sacs de croquettes devant la porte. Des enfants du quartier venaient demander à Élise s'ils pouvaient lui montrer leur propre chien. Et surtout, le maire annonça officiellement que le projet de loi interdisant certaines races était abandonné. À la place, un nouveau programme allait être lancé, Chien citoyen, une initiative de sensibilisation à la responsabilité animale inspirée directement par Knox et Élise. Mais malgré ces progrès, Aurore savait que rien n'était encore gagné. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle entendit Élise murmurer à Knox « On va y arriver, même si les méchants veulent encore nous faire peur. » Elle s'approcha doucement. « Tu parlais de qui, ma chérie ?» Élise leva les yeux, grave. Une dame avec une voix qui fait froid. Elle a dit à Dr Delmas que Knox ne devait pas rester dans l'étude parce qu'il donne de mauvaises idées aux gens. Aurore se figea. Une voix, une menace déguisée, le genre de pression que l'on fait peser sur ceux qui dérangent. Elle comprit que leur combat n'était pas seulement pour la santé de Knox. C'était une bataille contre l'oubli, contre l'injustice,
contre ceux qui pensaient qu'un chien n'était qu'un numéro, une statistique, et ce combat, elle n'avait pas l'intention de le perdre. Le vent d'automne balayait les rues de Clerval lorsque le conseil municipal convoqua une réunion exceptionnelle. Officiellement, l'ordre du jour concernait la mise en place de nouvelles normes de sécurité canine. Mais tout le monde savait que cette réunion allait sceller le sort de ce que l'on appelait déjà officieusement l'affaire Knox. La salle communale était pleine à craquer. Commerçants, retraités, enseignants, parents, adolescents, tous étaient venus, même ceux qui d'habitude ne s'intéressaient guère à la politique locale. Le maire, M. Dumas, transpirait légèrement en réajustant son micro. Il avait beau avoir dirigé Clerval pendant plus de 15 ans, il n'avait jamais senti la tension aussi dense, aussi palpable. Mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Nous allons discuter ce soir d'une proposition de réglementation sur les chiens potentiellement dangereux. Une voix tonna depuis le fond de la salle. C'est encore une manière détournée de viser Knox Moreau. Des murmures d'approbation s'élevèrent aussitôt. Le maire tenta de reprendre le contrôle. « S'il vous plaît, un peu de calme. » Les opposants à la proposition avaient préparé leur défense. Et à la surprise de certains, la première à se lever ne fut ni Aurore ni Madeleine, mais Nadine Brémond, l'ancienne responsable du refuge. Elle s'avança calmement, ses notes en main. J'ai passé 20 ans à travailler avec des chiens abandonnés, blessés, traumatisés. J'ai aussi perdu un enfant il y a 10 ans à cause d'un chien mal éduqué. J'ai vécu la douleur, la peur, le rejet. Mais je suis ici pour dire que le danger ne vient pas d'une race. Il vient de l'ignorance, de la négligence, de l'irresponsabilité humaine. Un silence respectueux s'installa. Nadine poursuivit. J'ai vu Knox arriver au refuge dans un état que peu auraient osé affronter. J'ai vu une petite fille brisée se relever grâce à lui. Et j'ai vu ce chien, censé être irrécupérable, se transformer grâce à l'amour. C'est cela notre sujet. Pas les races, mais les responsabilités. Elle montra un graphique préparé par le centre vétérinaire. Sur les 10 dernières années à Clerval, seules 2 morsures impliquaient des bergers allemands. Et dans les 2 cas, les chiens avaient été battus. En comparaison, 12 incidents ont concerné des petits chiens considérés comme inoffensifs. Le maire tenta de temporiser, mais une nouvelle voix s'éleva. Le directeur de l'école primaire. J'étais sceptique au début, je l'avoue, mais j'ai vu Élise Moreau revenir à l'école, j'ai vu son regard, j'ai vu Knox la guider, la rassurer, la reconnecter au monde. Si vous votez cette loi, c'est contre elle que vous votez. Les applaudissements jaillirent. Puis ce fut au tour de Dr Delmas venu exprès de Montelieu. Je suis vétérinaire depuis 15 ans. Ce que j'ai observé entre Élise et Knox dépasse tout ce que j'ai pu apprendre en faculté. Ce chien est stable, intelligent, d'une douceur exemplaire. Il est non seulement soigné, mais il est devenu guérisseur. Pour Élise, pour d'autres enfants, pour nous tous, en réalité. Aurore, assise au premier rang, n'avait rien prévu à dire. Mais quand le maire invita les opposants à conclure, elle se leva doucement. Son cœur battait à tout rompre, mais sa voix ne trembla pas. Pendant des mois, j'ai vu ma fille se refermer, s'éteindre, puis Knox est revenu, et elle est revenue à la vie. Ce chien a été torturé, brisé, mais il n'a jamais mordu, jamais grogné. Il a protégé, il a aimé, et il a sauvé un enfant, le vôtre, monsieur le maire. Alors si vous votez une loi qui interdit ce qu'il est, c'est que vous avez oublié ce qu'il a fait. La salle explosa en applaudissements. Le maire, visiblement secoué, demanda une pause de 15 minutes avant le vote. Dans le couloir, alors que les groupes se formaient et que les discussions allaient bon train, Madeleine s'approcha d'Aurore. « Tu l'as dit ?» Tout ce qu'il fallait dire. Quelques instants plus tard, les membres du conseil reprirent place. Le maire reprit la parole, plus humble cette fois. Après délibération, le conseil municipal de Clerval décide d'abandonner le projet de loi sur les races à risque. À la place, nous adoptons un nouveau plan d'action pour la responsabilité canine, la sensibilisation et le soutien aux familles ayant des chiens d'assistance. Un tonnerre d'applaudissements emplit la salle. Mais ce n'était pas seulement la victoire d'une cause. C'était un basculement. Une ville entière venait de changer de cap. Parce qu'un chien avait retrouvé une enfant. Parce qu'un lien, pur et indestructible, avait montré que l'amour pouvait réparer même les plaies les plus profondes. De retour chez elle, ce soir-là, Aurore regarda Élise dormir. Knox se couchait près d'elle, paisible. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, à ce qu'il restait encore à affronter. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit sereine, parce qu'ils n'étaient plus seuls. Parce qu'une communauté, autrefois méfiante, avait choisi de croire, en eux, en l'espoir. Et ce n'était que le début. Les jours qui suivirent le vote historique du conseil municipal
marquèrent un tournant concret dans la vie des Moreau, mais aussi dans celle de toute la commune. On vit apparaître dans les rues de Clerval de nouveaux panneaux colorés annonçant la création du programme Chien citoyen. Des ateliers de sensibilisation furent organisés à l'école, au marché, à la mairie. Le maire lui-même y participa, un peu gauchement mais avec sincérité. Et à l'initiative du petit Tommy, le garçon que Knox avait sauvé, une collecte de dessins et de lettres avait été envoyée à Élise, qui les accrocha dans sa chambre comme autant de preuves que Knox n'était plus un paria. Il était devenu un symbole. Du côté du centre de Montelieu, les nouvelles étaient encourageantes. Knox réagissait bien au traitement. Ses reins ne fonctionnaient toujours pas normalement, mais la progression de la maladie semblait ralentie. Mieux encore, il avait repris de l'énergie. Lors de sa dernière séance de rééducation, il avait spontanément apporté une balle à Élise, une première depuis des mois. Ce geste anodin en apparence déclencha des larmes de joie chez les soignants. La directrice du centre, Dr Delmas, en informa aussitôt Aurore. Il n'est pas guéri, mais il va vivre. Et surtout, il retrouve sa dignité. Élise, elle, avait retrouvé une voix presque fluide. Non pas qu'elle soit redevenue une enfant bavarde, elle ne l'avait jamais été. Mais sa parole était désormais portée par une volonté forte. Elle parlait quand c'était nécessaire, quand c'était juste. Elle répondait aux questions, elle posait les siennes. Et parfois, elle racontait même l'histoire de Knox à d'autres enfants, à l'hôpital ou à l'école. Toujours avec des gestes doux, des mots simples, mais une conviction inébranlable. Un matin, alors qu'Aurore déposait Élise à l'école, le directeur l'attendait à l'entrée. Cette fois, il ne l'arrêtait pas. Il lui tendit simplement un dossier. Le conseil pédagogique s'est réuni. Knox est officiellement réintégré comme chien d'assistance auprès d'Élise. Il pourra désormais l'accompagner dans l'enceinte scolaire, pendant les cours, les récréations et même les sorties. Aurore, émue, remercia d'une voix étranglée. Derrière elle, Élise serrait doucement la laisse de Knox, le regard fier. Le temps passa, doucement. Et avec lui, l'idée d'une normalité nouvelle s'installa. Knox avait désormais son coin dans la salle de classe d'Élise. Un tapis moelleux, où il attendait patiemment pendant les leçons. Lorsqu'Élise avait un moment de panique ou de stress, elle posait simplement sa main sur sa tête et la tension disparaissait. Les autres enfants, au début curieux, apprirent vite à ne pas le déranger sans autorisation. Certains développèrent même un intérêt pour les métiers liés aux chiens. Éducation canine, vétérinaire, comportementaliste. Mais si la guérison physique et sociale avançait, les ombres du passé, elles, ne s'étaient pas totalement dissipées. Un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers, Aurore reçut un appel anonyme. Une voix d'homme, froide, mécanique. « Vous parlez trop, vous vous exposez trop. Le chien est un symbole, mais les symboles, ça se fait taire. » Puis le silence. Elle resta immobile, le combiné encore à l'oreille, le cœur battant. Il n'avait donc pas fini. Ceux que la justice commençait à approcher. Ceux que les révélations de Nadine et du centre de Montelieu dérangeaient. Les anciens propriétaires du laboratoire, des investisseurs, des collecteurs, des gens puissants, prêts à tout pour effacer les traces de ce qu'ils avaient fait subir à Knox et à d'autres. Elle ne parla pas de cet appel à Élise, ni à Madeleine, mais elle contacta discrètement Jessica, la vétérinaire comportementaliste devenue leur alliée depuis les premières semaines. « Ils nous surveillent », lui dit-elle. « Ils veulent qu'on se taise. » Jessica n'eut pas besoin de réfléchir. « Alors on parle plus fort. » Quelques jours plus tard, une invitation officielle arriva par courrier. La chaîne nationale qui avait diffusé le premier reportage sur Knox proposait une émission spéciale un an après. Une soirée hommage, en direct, avec témoignages, séquences documentaires et la présence d'Élise et Knox sur le plateau. Aurore hésita, elle connaissait les risques. Mais elle savait aussi qu'il était temps de raconter leur histoire jusqu'au bout. Lorsqu'elle en parla à Élise, la réponse fut immédiate. « On y va ? Les autres doivent de savoir, pour les chiens, pour les enfants, pour ceux qui peuvent pas parler. » Alors elles acceptèrent. Le plateau de l'émission, situé à Paris, était bien différent du calme feutré de Clerval. Les spots suspendus, les câbles qui serpentaient au sol, les voix dans les oreillettes, tout semblait hurler vitesse et tension. Et pourtant, au milieu de cette agitation, Élise avançait d'un pas sûr, Knox à ses côtés, impassible, Aurore, debout derrière les rideaux noirs, l'observait avec fierté. Sa fille, autrefois figée dans un silence opaque, se tenait là, droite dans cette lumière crue, prête à parler au monde entier. Lorsque l'animateur lança le générique, le public applaudit. Mais ce fut le silence qui tomba dans la salle quand la première séquence fut diffusée. Un montage de photos,
de vidéos tournées dans le refuge, de l'arrivée de Knox à Montelieu, des premiers soins, de la voix d'Élise en off qui disait simplement « Je ne parlais plus. Knox m'a écouté quand personne ne le faisait. » Puis vint le moment du témoignage en direct. Élise s'assit sur un tabouret bas, Knox couché à ses pieds. Aurore resta debout en retrait, prête à intervenir à la moindre hésitation. Mais sa fille n'avait pas besoin d'aide. D'un ton calme, posé, elle répondit aux questions de l'animatrice avec cette gravité naturelle qui lui était propre. Ce chien a mal vécu, il a été enfermé, piqué, attaché, mais il n'a pas changé, il m'a reconnu, et moi, je l'ai attendu. Le public était suspendu à ces mots. Et lorsque la fillette ajouta simplement « Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. Mais Knox, lui, n'a jamais eu peur pour moi. » Les larmes coulèrent librement sur les joues de l'animatrice. Après l'émission, tout s'accéléra. Le reportage fut diffusé dans plusieurs pays. Des associations de protection animale contactèrent Aurore. On parle d'un documentaire, d'un livre, d'un partenariat avec des écoles, mais surtout, des familles y commencèrent à écrire. Des dizaines, puis des centaines. Des parents d'enfants autistes, des maîtres de chiens disparus, des anciens employés de centres de tests clandestins qui avaient enfin trouvé le courage de parler. L'histoire d'Élise et Knox devenait une onde de choc. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon, la maladie de Knox restait là, tapie, implacable. Malgré les traitements, ses reins ne fonctionnaient toujours qu'à 30%. Dr Delmas parlait de stabilisation, mais jamais de guérison complète. Il y aurait toujours cette fatigue dans ses yeux, cette lenteur dans ses gestes, et cette échéance incertaine qui planait comme une ombre muette. Un soir, alors qu'Aurore bordait Élise, la fillette demanda « Est-ce que Knox va redevenir comme avant ?» Aurore s'assit à ses côtés. « Je ne sais pas, ma chérie, mais ce que je sais, c'est qu'il est heureux, parce qu'il est avec toi. » Élise hocha la tête. « Moi aussi. Même s'il est fatigué, je l'aime comme il est. » Quelques semaines plus tard, une nouvelle inattendue arriva par courrier. Le ministère de la Santé animale, alerté par l'ampleur du mouvement populaire déclenché par l'affaire, souhaitait rencontrer la famille Moreau. Non pas pour une interview, mais pour construire un projet de loi. Une véritable réforme encadrant mieux l'usage des animaux dans la recherche, renforçant les contrôles, augmentant les peines en cas de maltraitance organisée. Le courrier précisait « Le cas de Knox, devenu emblème d'une dérive encore trop tolérée, doit nous obliger à agir ». Aurore resta longtemps devant cette lettre sans parler. Madeleine, assise à ses côtés, posa doucement sa main sur la sienne. « Tu te rends compte ? Cette histoire, cette douleur, ça va changer quelque chose, pour d'autres. » Le soir même, Aurore en parla à Élise, et sa fille répondit simplement « Il faut qu'ils écoutent Dan Knox, même s'ils ne parlent pas. » Dans les semaines qui suivirent, la maison des Moreau devint un point de passage pour journalistes, avocats, représentants d'associations. Mais malgré l'agitation, un équilibre s'était installé. Knox avait son rythme. Il sortait moins longtemps, mais il marchait toujours avec la même attention à chaque pas d'Élise. À l'école, il avait été officiellement reconnu comme assistant pédagogique, un statut nouveau dans la région. Et surtout, une date approchait, le premier anniversaire de leur réunion. Madeleine eut une idée. Et si on organisait quelque chose, une journée spéciale, pour lui, pour eux, pour rappeler ce que ce lien a changé ici? Aurore hésita. Elle craignait l'excès, le sensationnalisme. Mais rapidement, les habitants de Clerval s'emparèrent du projet. Et sans qu'elle n'ait à lever le petit doigt, la première journée de Knox fut décidée. Le 17 octobre, un an après le miracle. Le matin du 17 octobre, la petite ville de Clerval s'éveilla dans une atmosphère étrange, mêlant solennité et fête. Les vitrines des commerces affichaient des portraits de Knox, imprimés en noir et blanc, parfois accompagnés de dessins d'enfants, de messages simples, merci, héros ou encore amis fidèles. Sur la place principale, des banderoles flottaient doucement sous la brise, journée de Knox, pour ceux qui aiment sans condition. Les bénévoles s'affairaient à installer des chaises autour d'un podium improvisé, pendant que l'école municipale faisait répéter une chorale d'élèves qui avaient composé une chanson spécialement pour l'événement. À l'entrée du parc communal, un petit stand distribuait des programmes. Sur la première page, un texte signé par Élise « Knox est un chien, moi je suis une enfant. Ensemble, on a traversé la peur, le silence, la douleur. Aujourd'hui on est là et on n'est plus seul. Merci. » Aurore, vêtue sobrement, guidait Élise jusqu'à la scène. Knox, portant un harnais flambant neuf, avec l'écusson officiel de chien d'assistance certifié, avançait calmement,
salué à chaque pas par des regards émus, des mains tendues, des sourires sincères. Ce chien autrefois laissé pour mort derrière des murs froids était désormais l'âme de tout un village. Lorsque Nadine Brémond prit la parole, elle dut attendre de longues secondes que les applaudissements cessent. Son regard alla droit vers Élise, puis vers Nox. Il y a 1 an, j'étais une femme blessée, enfermée dans sa colère. Je voyais les chiens à travers mes peurs. Puis j'ai vu Nox poser sa tête contre la main d'une enfant. Et j'ai compris que je devais réapprendre à faire confiance. Ce n'est pas moi qui ai sauvé ce chien, c'est lui qui m'a sauvé. Puis ce fut au tour du maire, cette fois débarrassé de ses discours préparés. Il parla simplement « J'ai eu tort. J'ai jugé trop vite. Et c'est mon propre petit-fils qui m'a appris que la peur ne doit jamais avoir plus de poids que l'amour. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas seulement un animal extraordinaire. Nous célébrons une communauté qui a choisi de croire en la guérison, même lorsqu'elle semblait impossible. Lorsque le docteur Latour prit la parole à son tour, son émotion était visible. En tant que vétérinaire, j'ai vu des centaines d'animaux revenir de loin. Mais Nox est unique, parce qu'il n'a pas seulement survécu, il a transcendé. Grâce à Élise, grâce à vous tous. Le point culminant de la cérémonie fut l'intervention d'Élise. Prévue, mais redoutée par Aurore, qui craignait un trop-plein d'émotions ou de stress. Et pourtant, sa fille s'avança seule jusqu'au micro. Nox la suivait, comme toujours, attentif à chacun de ses gestes. Elle posa une main sur sa tête, puis leva les yeux vers les gens. Sa voix, douce, porta étonnamment loin. « Mon nom, c'est Élise. Lui, c'est Nox. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai arrêté de parler, parce que j'avais trop de tristesse dans la gorge. Puis un jour, Nox est arrivé, et je n'étais plus seul. Même quand il était loin, il était avec moi. Maintenant, il a mal parfois, il est fatigué, mais il est toujours là. Et moi, je veux être là pour lui. » Elle marqua une pause. « Les chiens ne parlent-tu pas comme nous? Mais ils nous comprennent. Alors écoutez-les. Écoutez quand ils disent qu'ils ont peur, qu'ils ont mal. Écoutez quand ils disent « je t'aime », même sans mots. » L'assistance se leva pour applaudir. Nox, lui, resta couché calmement à côté de sa petite humaine, la queue battant doucement le sol, le regard posé sur elle comme s'il surveillait les battements de son cœur. À la fin de la journée, un petit monument fut inauguré à l'entrée du parc. Une sculpture en bronze représentant une fillette marchant aux côtés d'un chien. L'œuvre, sobre et émouvante, portait une simple inscription « Élise et Nox, l'amour guérit ». Dans les jours qui suivirent, la presse nationale parla longuement de cet événement. Des élus, des chercheurs, des responsables de refuges s'emparèrent du dossier. La loi sur l'encadrement des expérimentations animales, désormais surnommée officieusement loi Nox, fut soumise au Sénat avec le soutien de plusieurs partis. Elle prévoyait un renforcement strict des contrôles sur les laboratoires, une traçabilité obligatoire des animaux testés, et surtout la reconnaissance légale des chiens d'assistance comme partenaires thérapeutiques à part entière. Pendant ce temps, à Clerval, la vie reprenait son cours. Nox, même affaibli, continuait d'accompagner Élise à l'école. Il avait ses jours sans, où il restait couché sous la table, épuisé. Mais il avait aussi ses jours de joie, où il trottinait dans le jardin, la balle entre les dents, comme un chiot retrouvé. Et dans les soirées calmes, lorsque Madeleine lisait au salon, pendant qu'Aurore préparait les repas, on entendait parfois Élise murmurer à Nox « On a gagné, tu sais, pas parce qu'ils ont voté une loi, parce que maintenant, ils comprennent. » L'hiver s'installa sur Clerval avec une lenteur douce, enveloppant les toits de givre et les arbres de silence. La vie reprit un rythme presque ordinaire. Presque. Car depuis Nox, plus rien n'était tout à fait pareil. À l'école, les enfants avaient appris à parler plus doucement, à observer, à attendre. Ils savaient qu'Élise ne levait pas toujours la main, mais que quand elle le faisait, c'était important. Ils savaient aussi qu'un chien pouvait être bien plus qu'un animal, qu'il pouvait être un repère, une force tranquille, un guide invisible entre deux mondes. Nox avait désormais un gilet sur lequel était brodé « médiateur émotionnel, partenaire d'apprentissage ». C'était une idée du directeur de l'école qui souhaitait honorer ce que le chien apportait au quotidien. Et bien que ses forces déclinaient peu à peu, Nox continuait de venir chaque matin se couchant à côté du bureau d'Élise comme un soldat fidèle. Certains jours, il ne bougeait presque pas, fatigué par les traitements. D'autres, il faisait le tour de la classe, saluant les élèves d'un museau discret. Un soir, en rentrant de l'école, Élise s'approcha d'Aurore, le regard grave. « Maman, je crois que Nox prépare un cadeau. » Aurore, surprise, s'accroupit devant elle. « Un cadeau ?
Quel genre de cadeau? Je sais pas encore, mais il est très calme, comme s'il gardait quelque chose dans son cœur. Elle posa la main sur la tête du chien. Peut-être un dernier cadeau? Aurore sentit un frisson la traverser. Elle savait que ce jour viendrait, que la maladie de Knox ne reculerait pas éternellement. Mais l'entendre ainsi, avec cette lucidité douce et résignée, venant d'une enfant de 8 ans, c'était une leçon d'acceptation qu'aucun adulte n'aurait su formuler avec autant de grâce. Les semaines suivantes furent marquées par une fatigue croissante. Knox mangeait moins, dormait plus, il se levait avec difficulté, mais jamais il ne refusait de suivre Élise, même si c'était juste jusqu'au portail. Les vétérinaires de Montelieu restaient en contact permanent. Le traitement fut allégé pour privilégier son confort. Dr Delmas expliqua à Aurore « Ce que vous faites, c'est l'accompagner. Vous lui permettez de finir sa vie entourée, utile, aimée. C'est tout ce qu'on peut offrir de plus noble. » Et puis, un matin de janvier, alors que la neige recouvrait le jardin d'un manteau silencieux, Knox ne se leva pas. Il ouvrit les yeux, suivit Élise du regard, remua la queue, mais resta couché. La fillette s'approcha, lui caressa la joue. « Tu peux te reposer aujourd'hui. Je vais à l'école, mais je reviens vite. Promis. » Ce fut la dernière fois qu'il la regarda ainsi. Lorsque la cloche de midi sonna, Élise, à peine rentrée, sentit tout de suite que quelque chose avait changé. La maison était trop calme. Madeleine l'attendait dans le salon, les yeux rougis. Et Aurore, assise près du panier de Knox, tenait entre ses mains l'une des photos qu'Élise avait dessinées. Une étoile blanche sur un pelage brun, entourée de petits cœurs. La fillette s'approcha lentement. Elle vit le corps de son amie, paisible, comme endormi. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement sa main sur son flanc immobile. « C'est ça le cadeau », murmura-t-elle. « Tu m'as appris comment dire au revoir. » Ils l'enterrèrent dans le jardin sous le grand chêne, à l'endroit même où il aimait se coucher au soleil. Les enfants de la classe vinrent un à un déposer des fleurs, des dessins, de petits objets. Tommy, le petit-fils du maire, lut un poème. Le directeur accrocha une plaque à la grille de l'école. « Ici a marché Knox, fidèle compagnon d'Élise et professeur de courage pour tous. » La maison parut vide, bien sûr, mais pas silencieuse, parce qu'Élise continuait à parler, à raconter, à enseigner. Elle avait même commencé à écrire un petit livre avec l'aide de sa maîtresse. Elle y décrivait son histoire avec Knox, ses gestes, ses pensées, ses peurs, et ce qu'elle appelait le langage invisible, celui qu'un chien et une enfant peuvent se partager sans mots. Un matin, alors qu'elle accompagnait sa mère au marché, Élise s'arrêta net devant un petit chiot en cage, attendant d'être adopté. Il avait les oreilles trop grandes pour sa tête et un regard inquiet. Elle se tourna vers Aurore. « Il a besoin qu'on l'écoute. » Aurore se pencha vers elle. « Tu penses que tu es prête ?» Élise sourit doucement. « Je ne cherche pas un autre Knox. Je veux aider ce chiot à devenir lui-même. » Ce jour-là, un nouveau chapitre commença. Pas pour remplacer, mais pour prolonger. Car ce que Knox avait transmis, ce n'était pas seulement du réconfort. C'était une manière d'exister, une façon de regarder le monde avec bienveillance, même quand il fait mal. Et ce monde, Élise, comptait bien continuer à l'éclairer, à sa manière. Un an plus tard, la ville de Clerval s'était métamorphosée. Dans les écoles, les enfants apprenaient désormais les bases du langage canin, non pas pour dresser, mais pour comprendre. À la mairie, un bureau avait été ouvert pour soutenir les familles souhaitant adopter un chien d'assistance. Et au centre de Montelieu, un nouveau bâtiment portait un nom gravé dans la pierre, Pavillon Knox, Unité de réhabilitation canine et relations humaines. L'initiative, cofinancée par l'État et des donateurs privés, avait été inspirée par les rapports scientifiques de la Dr Delmas, mais surtout par le témoignage d'une enfant de 8 ans et de son chien silencieux devenu messager. Élise, elle, grandissait. Elle continuait de parler peu, mais toujours avec justesse. À l'école, elle avait proposé de créer un coin calme pour les enfants qui se sentaient dépassés. Elle y avait déposé une couverture, un coussin et un petit panneau en carton sur lequel on lisait « C'est ici qu'on respire », comme Knox m'a appris. À la maison, elle s'occupait du chiot adopté quelques mois plus tôt. Il s'appelait Cyrus. Il n'était pas un remplaçant. Il était un nouveau départ. Un être à guider, à aimer, à écouter. Aurore aussi avait changé. Ce combat, cette traversée du deuil, de la peur, puis de la résilience, lui avait donné une nouvelle mission. Elle avait quitté son emploi à mi-temps pour s'investir à plein dans l'association qu'elle avait créée. Les voix silencieuses,
un réseau de familles touchées par les troubles du spectre autistique et les thérapies animales. Elle animait des conférences, accompagnait des parents perdus, racontait son histoire, non pas pour la revivre, mais pour aider d'autres à écrire la leur. Madeleine, de son côté, s'était révélée être la gardienne discrète de cette transmission. Elle s'occupait du jardin, veillait à ce que la tombe de Knox soit toujours fleurie, et lisait chaque lettre envoyée à Élise. Car elle n'avait jamais cessé d'en recevoir. Des lettres d'enfants, de vieux soldats, d'infirmières, de vétérinaires, de femmes seules, tous touchés par le lien entre une petite fille autiste et un chien rescapé de l'indicible. Le 2e anniversaire de leur rencontre fut célébré simplement. Une promenade en forêt, une bougie allumée sous le chêne, un dessin accroché au tronc. Élise avait écrit dessus « Tu es partout, même quand je ne te vois pas ». Puis elle leva les yeux vers le ciel, comme si elle attendait une réponse. Et dans le vent léger qui fit danser les feuilles, elle sembla la recevoir. Ce soir-là, alors que la lune se levait, Aurore écrivit dans son journal, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. « Knox est parti, mais il n'a jamais disparu. Il est dans la voie retrouvée de ma fille, dans sa main tendue vers un chiot inconnu, dans cette ville qui a appris à aimer autrement. Il est dans chaque respiration lente, chaque silence habité. Ce n'était pas juste un chien, c'était un pont, un miracle, une mémoire vivante. Et c'est cela au fond que cette histoire laissait derrière elle, une mémoire vivante. Un rappel que l'amour véritable, celui qui n'a pas besoin de mots, qui ne connaît ni jugement, ni conditions, peut guérir les blessures les plus profondes. Qu'un chien abandonné peut devenir un guide, qu'une enfant réduite au silence peut rallumer une ville entière. Et que parfois, les plus grandes transformations commencent par un simple regard, une patte posée sur une main tremblante. Alors, si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires. Et dites-nous de quelle ville vous nous écoutez. Et maintenant, à très bientôt pour une nouvelle histoire.